Frédéric Boyer, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur ce plateau sous le signe d'Époque. Un festival en numérique, mais néanmoins présent. Ce qui est important, c'est les livres, c'est le contenu, c'est ce que les auteurs ont à dire. Et on est ravis de vous accueillir aujourd'hui à Caen. Frédéric Boyer, vous êtes évidemment écrivain, traducteur, également éditeur. Vous avez repris la direction des très belles éditions POL depuis juin 2018. Vous avez récemment publié un roman intitulé Le Lièvre aux éditions Gallimard. Vous avez également publié une nouvelle traduction des Géorgiques de Virgile, Le souci de la terre. C'est le titre que vous avez choisi. On en parlera dans un instant puisque vous avez pris le parti d'une réinterprétation du titre, en tout cas, voilà, on en parlera. Avant de nous plonger dans votre roman, Le Lièvre, et dans cette traduction, j'aimerais qu'on retrace un petit peu le parcours qui fait que on devient non seulement écrivain, mais traducteur, et pas traducteur de n'importe quoi, si j'ose dire, mais traducteur des textes anciens, qu'on prend le parti de se tourner vers le passé, peut-être, me semble-t-il, pour aussi mieux décrypter le présent. C'est en tout cas le sentiment que j'ai eu en lisant Le souci de la terre. Alors vraiment, la genèse, déjà, à quel moment, dans votre parcours, l'écriture en soi, sous toutes ses formes, que ce soit la poésie, que ce soit le roman, la traduction, à quel moment l'écriture devient pour vous le moyen de communication avec l'autre et avec vous-même? Non, mais c'est une maturation. Donc, moi, j'ai pas de date à vous donner. Bien sûr. Je serais bien incapable, mais c'est une sorte de maturation qui prend effet dès l'enfance, par la fréquentation des livres, et puis progressivement par des rencontres. Ça peut être des professeurs, mais ça peut être des rencontres tout à fait surprenantes et inattendues qui vont... Voilà. Et puis, d'une certaine façon, je pense qu'on devient écrivain, justement, c'est un peu le contraire. On devient écrivain quand on éprouve une difficulté de communication, une difficulté que le rapport au langage devient complexe, ou devient sinon difficile, mais on se pose la question de savoir comment user du langage et comment surtout se tenir dans le langage, parce que c'est pas évident. Alors il y a des gens pour qui ça ne pose pas de problème en apparence d'ailleurs, parce que c'est ça. Mais en tout cas qui ne se posent pas cette question-là. Puis il y en a d'autres, je ne sais pas, je ne saurais pas expliquer forcément pourquoi, mais ça dépend de la vie que l'on a, qui sont tout d'un coup confrontés à cette réalité-là d'être parlant, et qui ne va pas de soi finalement. D'être parlant, alors c'est une chose, se situer par rapport au langage, c'est prendre le recul de l'écriture, j'imagine, puisque c'est un temps de parole plus long. Oui, voilà, l'écriture devient à un moment donné un moyen de peut-être de lutter avec cette difficulté que l'on peut avoir, ou avec cette étrangeté finalement, voilà. Et donc on va d'une certaine façon apprivoiser les mots, apprivoiser le silence, et ça se passe dans l'écriture, voilà, puisque dans l'écriture, finalement, le langage devient silencieux. Voilà, donc c'est ce que dépose l'écriture. L'écriture, c'est à la fois un moment d'autorité, parce que quand on écrit, il y a cet effet d'autorité, et en même temps, effectivement, l'écriture nous fait passer dans le silence, bizarrement. Voilà. Quand là je parle, c'est plus silencieux, mais si ces paroles, je les mettais par écrit, voilà. Et donc l'écriture, c'est aussi ce rapport entre le langage et le silence, et la façon dont une existence, après, bon, ça c'est donc une existence va peut-être se jouer là dans le rapport à l'écriture. Voilà. Quand vous dites l'écriture se fait dans le silence, je ne sais pas pourquoi, mais je pense aussi à quelque chose de mystique, c'est-à-dire un silence mystique. Ce silence qui nous renvoie à une forme de verticalité intérieure, à une introspection, si je peux me permettre ce mot-là, mais aussi un rapport avec quelque chose de plus grand que soi et qui ne peut se trouver que dans le silence et dans la réflexion, encore une fois, silencieuse. Oui, c'est une vaste question, là. Mais comme je m'intéresse un peu, effectivement, par exemple, aux écritures, ce qu'on appelle les écritures, soit bibliques, soit de tout texte religieux ou mystique, effectivement. Toute la civilisation, pour aller vite, judéo-chrétienne, s'est constituée
justement, dans ce travail de relation à l'écriture. Et donc, dans un travail d'interprétation, d'actualisation, de traduction, on y reviendra, et effectivement, et de rapport à ce que vous appelez cette verticalité, qui peut être une transcendance, et qui se donne dans l'écriture. Voilà. Donc ça reste même, je pense que c'est en tout cas chez de très grands écrivains, ce sentiment-là demeure, même s'il n'est pas sacré ou religieux. Voilà. Voilà. Alors, bon, mais on devient aussi écrivain par hasard, je crois. Voilà. C'est ça aussi par qui est accident. joli. Voilà. Oui, par accident, bien sûr. Oui, par accident, parce qu'on peut pas. Tout d'un coup, l'écriture devient le lieu d'une, oui, vous avez dit, d'une introspection, d'une confession, d'un aveu qu'on peut faire que là, finalement, que par là. Ça se passe comme ça. Et après, ça suffit pas, je crois, parce que après, il faut que quelque chose se passe. Qui est de l'ordre du travail, et, voilà, du rapport aux formes aussi, aux formes que l'on donne dans l'écriture. C'est Sioran qui disait on ne devrait écrire que pour dire des choses qu'on n'oserait dire à personne. Vous parliez de confession. Oui, bah, en tout cas, il y a de ça aussi. C'est pas tous les écrivains vous diront pas ça. Il faut pas généraliser, mais effectivement, il y a de ça aussi, bien sûr. Vous avez notamment d'ailleurs traduit les Confessions de Saint-Augustin. Vous l'avez appelé les aveux. Oui. Je pense qu'il faut qu'on commence d'ailleurs, je pense, par la traduction, parce que c'est à la fois un travail d'écriture tout comme le roman, mais il me semble que c'est une position très différente de celle de l'écriture qui fait appel à l'imaginaire, qui fait appel à quelque chose d'extrêmement personnel. Quand on fait cette démarche de traduire, qui plus est des textes de cette ampleur et qui ont été écrits il y a si longtemps, quelle est l'intention quand vous décidez de traduire les Confessions de Saint-Augustin, par exemple? Qu'est-ce que vous recherchez? Non, mais d'abord, là aussi, c'est un texte que j'aimais beaucoup et au fur et à mesure, un peu lassé de le lire en français, je me suis mis à lire en latin, et de le lire en latin, évidemment qu'on traduit spontanément, même si vous n'êtes pas traducteur. Voilà, donc. Après, pourquoi on s'intéresse comme ça aux langues anciennes et aux textes anciens? Je ne sais pas comment c'est venu chez moi, mais en fait, effectivement, c'est une sorte de passion, en tout cas d'excitation avec les langues anciennes. J'ai commencé avec l'hébreu, un peu le grec, le latin. Bon. Mais ce que vous faites quand vous vous confrontez à ces textes-là, qui peuvent avoir 1000 ans, même parfois 2000 ans, à des langues que l'on dit mortes, mais qui ne le sont pas d'une certaine façon, parce qu'elles continuent à vivre parmi nous, même si on ne va pas parler latin là tous les deux, mais c'est leur substance est là. Leur substance, et puis même ces langues existent toujours, parce que la preuve, je traduis, il y a plein de traductions, et on connaît encore le latin et on l'apprend, donc elles ont une présence dans la culture. Mais lorsque l'on fait ça, finalement, on perpétue un geste culturel très important. Puisqu'il ne peut pas, en tout cas, on fait partie d'un processus civilisationnel qui s'est construit comme ça, voilà, qui s'est construit sur la traduction dans un sens très large, c'est-à-dire dans la traduction de texte, mais aussi dans la traduction des autres cultures. Ça peut être parfois d'ailleurs des emprunts violents, ça peut être parfois des raps, des captations, mais ça a été aussi un immense mouvement herméneutique d'interprétation, de traduction, de translation, comme on disait autrefois, d'un patrimoine culturel qui nous a précédés. Et finalement, quand aujourd'hui on retraduit les Confessions de Saint-Augustin, eh bien, on s'inscrit dans ce processus, et effectivement on redonne, entre guillemets, une vie à ces œuvres-là. Bon, ça c'est le côté un peu facile, mais c'est vrai. Mais en même temps, on maintient quelque chose qui est de l'ordre de la réciprocité culturelle, en quelque sorte, puisque ça veut dire que et le latin et l'œuvre d'Augustin, en l'occurrence, continuent de nous informer, en quelque sorte. Et moi, quand je traverse des traductions comme ça, mon rapport à l'écriture, mon rapport à la langue, mon rapport à la culture a été, d'une certaine façon, modifié, a été de toute façon impressionné par ça. La traduction, c'est une réciprocité. Vous faites passer une langue, un texte, dans votre langue, dans votre culture, dans votre contexte, mais ce passage va vous informer, va vous transformer d'une certaine façon, va vous modeler. Voilà, c'est-à-dire que le plus bel exemple, c'est la culture latine. Voilà, la culture latine, elle s'est constituée en partie, en grosse partie, par sa traduction au sens fort de tout l'héritage grec. Voilà.
C'est-à-dire que le monde latin n'existe que des traductions de toute la littérature, de tout le patrimoine littéraire hellénistique, qui passe comme ça dans un nouveau contexte et qui est transformé. Voilà, bon, je pourrais donner plein d'exemples comme ça. Ce qu'on appelle la Bible n'a été constituée que de traductions successives. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, dans la traduction, c'est ce rapport-là, voilà, ce rapport de réciprocité avec l'autre, en fait, puisque voilà, vous essayez de comprendre et de traduire l'autre dans votre propre milieu, dans votre propre langue, et en même temps, l'autre vous traduit aussi quand vous le traduisez. Voilà. Traduction et retraduction. La retraduction, c'est-à-dire qu'il y a eu, je parlais tout à l'heure d'interprétation, hein, qui est aussi le propre de la traduction, c'est-à-dire qu'on traduit des mots le plus fidèlement possible, mais aussi à l'aune de ce que nous sommes, mais aussi de l'époque dans laquelle nous vivons. J'imagine que de là aussi vient la nécessité de retraduire. Quand vous retraduisez le Virgile, le souci de la terre, vous le faites forcément, j'imagine, à l'aune de ce que vous vivez aujourd'hui. Mais bien sûr, mais alors là, il faut faire tomber un peu quelque chose. Il n'existe pas de traduction ni idéale, bien sûr, et ni neutre, si vous voulez. Toute traduction effectivement est attachée à son époque, à ses modes herméneutiques de réception. Donc, si on prend par exemple, puisqu'on parle de Virgile, les Géorgiques, la première grande traduction est au XVIIIe, c'est l'abbé de Lille. Grande traduction intégrale pour la première fois en français en alexandrin, eh bien, cette traduction, elle révèle ce qui se passe au XVIIIe. C'est la mode des jardins, c'est un intérêt, effectivement, un nouvel intérêt, comme ça, on va dire pour le monde pastoral. Et donc, on retraduit Virgile dans ce contexte-là, voilà. Et la traduction de Lille est très intéressante pour ça, voilà. Alors, aujourd'hui, quand vous traduisez Virgile, le souci de la terre, donc les Géorgiques, ce qui vous frappe immédiatement, c'est que je l'ai lu avec, alors que je ne suis pas forcément toujours passionné par des débats écologiques, on peut, mais quand vous le lisez, vous êtes tout d'un coup, l'œuvre vous interroge sur votre propre rapport à la nature, à l'autre vivant, que ce soit l'animal ou les plantes. Mais ça, ce sont des questions contemporaines qui deviennent très fortes et très importantes. Donc c'est avec ces questions-là que vous relisez un tel texte. Et donc effectivement, ça transforme la traduction, ça transforme même l'écriture même du texte. Ouais. Alors c'est ce qui fait que du coup vous choisissez, on va s'arrêter sur le titre par exemple, c'est les Géorgiques, et vous choisissez le souci de la terre, le souci dans le sens de s'y intéresser. Parce que ça peut s'entendre aussi dans le sens de se soucier, le sens négatif. C'est les deux ? C'est les deux. Non, mais alors parce qu'effectivement, les Géorgiques, c'est un mot français qui n'est qu'une translittération du latin, qui lui-même est une translittération du grec. Bon. Et en gros, le mot grec signifie, le travail de la terre. Voilà, bon. Donc, mais aujourd'hui, quand vous parlez aux gens des Géorgiques, peu de gens comprennent tout de suite qu'il s'agit de ça, et c'est bien normal. Donc l'idée, c'est d'essayer de proposer une traduction, voilà. Et donc, alors, j'aurais pu mettre le travail de la terre, mais je me suis intéressé à la façon dont Virgile parlait de ce travail, et le mot latin, c'est coura. Et ce mot, comme ergon en grec d'ailleurs, c'est un mot très, très ample qui signifie effectivement travail, souci, même amour, courant en latin, ça peut vouloir dire amour, œuvre, voilà. Et donc, donc j'ai trouvé qu'en français, le mot souci m'a plu, parce qu'effectivement, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est à la fois ambivalent, c'est se soucier d'eux, on portait attention à, mais c'est aussi le souci au sens, on est justement le souci du travail. Voilà, donc je trouvais que c'était intéressant. Alors, ce qu'on découvre dans ce texte, parce qu'on peut bêtement imaginer qu'un texte écrit à cette époque sur la terre aurait quelque chose de simplement lyrique, ou une sorte d'ode à la nature.
Il en est évidemment question, il y a un amour de la terre, de la nature, mais il y a aussi un contexte. On découvre que c'est une période difficile, une période de tension, de crise. Là encore, il peut y avoir un effet miroir avec notre époque, mais ça le rend peut-être même encore plus contemporain qu'on ne peut imaginer. Le fait d'inscrire ce souci de la terre au cœur d'une époque en crise et de violence et de guerre doit faire écho à notre époque. Oui, bien sûr. Alors, mais c'est ce qui est à la fois intéressant, excitant quand on traduit des œuvres comme ça, c'est qu'effectivement, on est d'une certaine façon, on est condamné à les confronter à ce que nous vivons. Voilà. Alors souvent, on lève les yeux au ciel, on vous dit voilà, ce sont des anachronismes. Mais l'anachronisme, c'est pas forcément négatif. L'anachronisme, ça produit du sens aussi. Et l'anachronisme, ça produit justement des intérêts, si vous voulez. Il faut arrêter d'avoir ce sentiment un peu de crainte de commettre un anachronisme. On commet toujours des anachronismes. Vous ne pouvez pas lire un livre qui a 2000 ans sans faire d'anachronisme. Sinon, vous ne le lisez pas. Voilà, c'est tout. Je ne peux pas me mettre à la place de Virgile et je ne peux pas me mettre à la place de, je sais pas moi, des scribes hébreux qui... on ne peut pas lire Madame Bovary sans faire d'anachronisme. Bien sûr, oui, mais d'une certaine façon, vous en faites effectivement des anachronismes. Mais c'est important. Et là, effectivement, les Géorgiques, c'est un livre de commande d'abord. C'est Octave qui va devenir Auguste, le nouvel empereur romain, qui commande à Virgile cette œuvre, un peu comment dire, une œuvre encyclopédique autour de l'agronomie, sur les sciences de l'époque, voilà, avec les sciences de l'époque. C'était quelque chose d'assez courant dans l'Antiquité. Il y a beaucoup d'autres auteurs de l'Antiquité qui ont écrit une sorte de manuel agronomique de ce qu'on appelle en latin la res rustica, c'est-à-dire la chose rustique, la chose agricole. Voilà. Et pourquoi on nous passe cette commande-là? Parce qu'on sort des guerres civiles romaines qui ont déchiré la République romaine et même qui ont mis fin à la République romaine. On est au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et le pays, effectivement, est dévasté, divisé. Il y a eu beaucoup de mercenaires. Les grands domaines agricoles ont été plus ou moins ravagés. Enfin, il ne faut pas exagérer non plus, mais enfin, on va aller vite, là. Et donc, c'est dans cet esprit-là que Virgile rédige cette espèce de bizarre traité agronomique en 4 parties, voilà, où il traite à la fois des plantes, des arbres, de la vigne, des animaux, et il finit sur les abeilles. Et effectivement, il y a plein de détails qui nous ramènent à aujourd'hui. Donc on commet un anachronisme, et cet anachronisme est intéressant. Par exemple, finir son livre sur la mort des abeilles, c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui nous parle. Voilà, oui, c'est très troublant. Et puis, effectivement, par exemple, dans le premier livre, je crois, lorsqu'il évoque le laboureur qui retourne le champ, le laboureur tombe sur les casques et les armes rouillées et les cadavres des soldats. Voilà, ça rappelle 14, Verdun, 18, ça rappelle... donc et puis plein d'autres choses. Par exemple, la description d'un quasi-tsunami, qui est à la fin du livre 2, je crois, où il dit voilà, un des dangers, c'est la tempête et le tsunami qui peut ravager toutes les campagnes, des villages, des troupeaux. C'est un livre très étrange, parce que c'est un livre assez comment dire, vivant, gai, puisqu'il décrit effectivement la nature dans toute sa beauté, ses ruses, ses modifications, ses métamorphoses. Donc c'est un livre de contemplation. Et en même temps, c'est un livre qui est tout le temps sous la menace, parce que chacun des 4 livres se termine sur une menace. Le premier, c'est la guerre civile et la guerre. Le deuxième, c'est justement le tsunami qui ravage tout. Le troisième, c'est la peste qui emporte tout un troupeau. Et le quatrième, c'est la mort des abeilles. Donc c'est comme si ce livre, effectivement, en fait, bon, c'est ce que je dis, j'essaie de dire, c'est un très grand livre sur la fragilité du vivant. Et c'est le regard d'un homme, d'un poète sur cette fragilité-là. Et c'est un livre très émouvant pour nous aujourd'hui, je trouve. Très, très émouvant. Très émouvant, et simultanément, puisqu'on peut revenir sur la question des abeilles, je me suis fait la réflexion en lisant ce passage que quelque part, ça donne aussi un peu d'espoir. Parce que si les choses semblaient si dramatiques à cette époque et que les abeilles sont arrivées jusqu'à nous, c'est peut-être qu'il est encore possible pour nous d'avoir un sursaut et de nous sauver d'une certaine manière.
Alors, il y a un autre sujet qui apparaît en filigrane et sur lequel, d'une certaine manière, vous terminez, se termine le livre, puisqu'il est question d'Orphée. C'est la mort, mais c'est la mort. Alors là, je cite un passage. « Pas de lieu dans la mort, nec morti esse locum », écrit le poète au livre 4. « Pas d'espace dans la mort. La mort n'est pas un lieu pour les vies ténues. Il n'y a de lieu possible que la terre. » C'est la grande leçon de ce livre. Enfin, moi, c'est ce que j'ai découvert. Je le dis mais parce que j'avais pas lu ça avant, effectivement. C'est un livre qui est écrit pour nous rattacher à la terre et nous rattacher à la vie, même dans toute sa ténuité, puisqu'il parle des vies ténues. C'est un très beau... en latin, c'est tenues, c'est-à-dire c'est toute petite vie. Et effectivement, il va finir donc ce livre sur la légende d'Orphée, et il en donne une interprétation qui est tout à fait, je trouve, originale, un peu à rebours des grandes interprétations romantiques qu'on adore, voilà, sur Orphée et Eurydice. Alors, c'est d'ailleurs un des premiers textes latins qui remet en selle, si je puis dire, la légende d'Orphée. Hein. C'est après lui, Ovide écrira dans les Métamorphoses, il reprendra Orphée et Eurydice. C'est lui qui le remet au goût du jour. Mm-hmm. Et il en donne une version effectivement tout à fait originale, puisque c'est ce que vous venez de lire. La légende d'Orphée vient à la fin de ce livre pour expliquer effectivement que ça ne sert à rien de vouloir retourner, qu'on ne pourra pas faire ce va-et-vient entre la mort et la vie. Et alors, il faut qu'on se mette, on est quand même au 1er siècle avant Jésus-Christ, et il y a tout un savoir mythologique qui est un savoir très important, hein, qui conditionnait la vie des gens et les représentations des gens. C'était pas que du folklore, hein, c'était quelque chose de très important. Ça fondait votre représentation du monde et votre relation aux autres et tout ça. Dans ce savoir mythologique antique, il y a cette conviction, sous des tas d'histoires que vous connaissez, du passage entre les mondes. Hein, qu'il y a un monde souterrain, le monde de la mort et le monde de la vie, c'est des passages. Ne serait-ce que les dieux, la divinité et ce messager entre les deux mondes. Et il y a plein d'histoires qui racontent. Il y a Ulysse, il y a Énée, enfin tous ces héros mythologiques qui ont Thésée aussi, tous ces héros mythologiques qui vont de la vie à la mort. Et bien là, Virgile arrête le truc en quelque sorte. Il dit non, c'est pas vrai, ça marche pas. Voilà. On ne peut pas faire ce passage-là, et il n'y a pas, c'est donc ce vers célèbre, il n'y a pas de lieu dans la mort, ou il n'y a pas de lieu pour la mort. Alors c'est le datif latin, on peut le traduire, voilà, on pourrait dire pour, mais on pourrait dire aussi il n'y a pas de lieu dans, on peut essayer de... En tout cas, la mort n'est pas un lieu, voilà, c'est ce qu'explique Virgile. Le lieu, c'est là où nous sommes, dans la vie, dans la terre, avec les autres vivants, et avec le devoir de prendre soin de ce monde-là et de s'en occuper. Vous savez, c'est une vieille question qui existe aussi dans d'autres textes. Par exemple, vous savez, je m'intéresse un peu à la Bible, et ce qu'on appelle le deuxième récit de création dans la Bible, qui est le chapitre 2 de la Genèse, où on reprend l'histoire de la création. Et là, tout d'un coup, là-dedans, l'humanité est racontée comme étant un jardinier qui doit prendre soin, en hébreu c'est le verbe shamar, qui est un verbe très important, c'est veiller sur, prendre soin, garder même, même pour des prisonniers. Donc l'humanité doit garder la création qui vient d'être créée par la divinité. Et il y a cette idée qui est très forte, en tout cas dans les savoirs antiques, que l'humanité a la protection et la veille du monde dans lequel elle vit. Voilà. Et simultanément, il y a quelque chose, j'oserais le mot révolutionnaire, alors d'autant plus à cette époque, mais peut-être même pour aujourd'hui, en tout cas pour certaines croyances, c'est de dire il faut vivre l'instant parce qu'il n'y a pas d'après. C'est un peu l'anti-Pascal, hein, c'est le pari inverse. Oui, alors dans l'Antiquité latine, il y avait ces différents courants, effectivement. Mais d'ailleurs, et c'est vrai que Virgile était sensible à ces courants-là, et en tout cas ce livre est une ode quand même à la vie paisible, à la vie tranquille, à la vie dans les champs, à une vie contemplative, ce qu'on appelait dans le monde latin l'otium, c'est-à-dire ce moment que vous prenez dans votre vie. D'ailleurs, ça résonne aussi encore aujourd'hui avec le confinement, le télétravail, tout ça. C'est-à-dire l'otium, c'était ce moment que vous deviez prendre dans une vie, alors qui pouvait être d'1 an, 2 ans, 3 ans, même plus parfois, où vous ne travaillez pas.
en tout cas pas de travaux. Vous n'étiez ni soldat, ni paysan, ni commerçant. Vous deviez, alors par contre, vous pouviez vous consacrer à l'étude, aux études et à la contemplation et à la discussion. Vous avez ça aussi dans les Confessions de Saint-Augustin, où tout d'un coup, Augustin et quelques-uns de ses amis décident de vivre une année d'otium pour discuter, lire, philosopher, voilà. Et le livre, en tout cas, les Géorgiques se terminent, hein, même de façon très ironique, puisqu'il dédie son livre au nouveau César, donc, qui est Auguste. Il lui dit, toi, Auguste, tu as remporté les victoires, tu te bats, tu as le pouvoir, et moi, je suis un petit berger sous les arbres qui chantent des chansons de berger. Voilà. Et lequel est le plus chanceux? À nous de choisir en lisant le livre. Enfin, Virgile se moquant aussi un peu de lui-même, à mon sens, puisque c'était quelqu'un aussi donc c'est quelqu'un qui a aussi couru derrière les honneurs et tout ça. Donc voilà. Alors, nous avons parlé un petit peu de votre traduction. J'aimerais qu'on parle de votre roman, Le Lièvre, également publié aux éditions Gallimard. Il y a, me semble-t-il, pour avoir lu les deux côte à côte, on va dire, quelques recoupements, ne serait-ce que dans le rapport au vivant et à la mort. L'histoire d'un jeune garçon qui a 11-12 ans et qui est embarqué par un voisin très régulièrement dans des escapades folles dans la nature pour chasser, pour dormir dans la voiture sur le bord de la route, la vie sauvage d'une certaine manière, avec ce personnage un petit peu particulier, hein, dont il est, aux yeux de l'enfant, il a quelque chose de quasiment épique, aux yeux de la mère, c'est plutôt une sorte de mal nécessaire ou de bon à rien qu'on aime bien quand même observer et avoir dans son champ de vision. Alors peut-être justement, plus avec vos mots qu'avec les miens, parler de ce personnage qui entraîne ce petit garçon. Qui est-il? Une sorte de Don Quichotte, de Tartarin Exactement. Moi, d'abord, j'ai adoré Don Quichotte et j'ai adoré Tartarin de Tarascon. Voilà, et on a tous connu, je suis sûr que dans la vie de chacun, si chacun y réfléchit, vous avez croisé à un moment donné de votre vie ce type de personnage. C'est-à-dire des personnages hâbleurs, qui en racontent des tonnes, qui se mettent en scène. Alors, c'est pas forcément des gens prétentieux au sens, mais ce sont des gens qui ont toujours des histoires à raconter, et qui surtout se projettent dans un imaginaire qui devient leur vérité. Voilà. Alors, on peut s'en offenser, s'en offusquer, les ridiculiser. Ils sont souvent ridiculisés aussi, mais d'ailleurs le ridicule ne les atteint pas vraiment, parce que souvent parfois, alors, le personnage du livre effectivement est s'habillait de façon un peu extravagante et faisait croire à des missions dans le livre on ne sait pas de quelle mission il s'agit vraiment. Finalement il était représentant de commerce, hein, d'assurance, mais il était alors, ces gens-là, d'abord, dans l'enfance, peuvent avoir une importance capitale, puisque c'est une sorte d'échappée vers l'imaginaire, et surtout, alors, vous avez parlé de Don Quichotte, et ça me fait plaisir, parce qu'effectivement, c'est d'une certaine façon, c'est pas une inspiration directe, parce que ça serait prétentieux, mais c'est comme Don Quichotte, effectivement. C'est-à-dire que cette projection dans l'imaginaire, ce mensonge, cette illusion, elle peut avoir chez certains êtres une fonction extrêmement importante, qui est de l'ordre de l'innocence. Voilà, l'expression de leur innocence, c'est cette projection dans l'imaginaire et le mensonge. Et finalement, sans cette projection, sans cette fausseté, sans tout ce strass, on dirait aujourd'hui, voilà, eh bien, peut-être que ces personnes-là n'atteindraient pas leur propre vérité. Voilà. Et moi, c'est quelque chose d'un peu compliqué, mais ce qui me touche beaucoup. Et il y a beaucoup de personnages comme ça dans la littérature. C'est le mensonge sans la manipulation. Alors voilà, c'est le mensonge sans la manipulation, c'est le mensonge. Et puis, donc, ils deviennent, effectivement, comme vous l'avez dit, aux yeux des enfants que nous sommes tous, ils deviennent des héros. Voilà. Et c'est le monde de l'épopée. Mais d'ailleurs, l'épopée, qu'est-ce que c'est finalement c'est dans les mots, dans la littérature, s'inventer un monde comme ça. Un monde de victoires extraordinaires, de batailles incroyables, de blessures horribles dont on survit. Enfin, donc, on a
on a toujours eu besoin de ça. Voilà. C'est même peut-être le rapport à la fiction qui est là en jeu. Hein. C'est le rapport de l'humanité à la fiction. Alors là, c'est l'histoire effectivement de ce petit garçon qui découvre un personnage comme ça, qui est un type un peu embarrassant, qui fait du bruit et qui fait croire. Et simplement, c'est comme une initiation à la force de la fiction et qui projette ce petit garçon dans un univers qui finalement, si on le décrit simplement, est un univers un peu sordide et banal. Hein. Il roule dans une bagnole un peu clinquante sur des petites routes de campagne. L'autre lui raconte des histoires à abracadabrantes. Finalement, il ne fait rien, c'est un pauvre type et il finit en tôle. Voilà, arrêté par les flics. Bon, voilà, c'est un peu. Mais voilà, c'est ce qui est beau parce que je pense que c'est la force de l'existence humaine, voilà, d'être comme ça dans ce hissé comme ça, dans une innocence à travers la fiction, et en même temps savoir que tout ça n'est qu'illusion et parfois s'effondrer. Voilà. Parce que dans tout grand héros, il y a la chute. Bien sûr. Et donc ce livre c'est même ça qui en chute, fait un héros d'une certaine manière. Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a l'imaginaire de ce personnage, de ce Don Quichotte, puisque c'est comme ça que nous avons choisi de le nommer, mais il y a aussi l'importance du regard de l'enfant, parce que le héros, il existe par ses exploits racontés, par sa chute, mais il existe aussi par le regard de l'autre. C'est nous, c'est notre regard qui fait le héros aussi. Hein. Mais tout à fait. En fait, ce livre, c'est un peu l'histoire de ce regard, voilà. Et comment même dans le livre, l'enfant essaye d'interpréter ce qu'il voit, et c'est finalement, et il va y croire, voilà. Et même c'est une profession de foi, ce livre, puisque à la fin, l'enfant dit, de toute façon, moi, j'y ai cru et je continuerai d'y croire, même alors qu'il a assisté à la chute de cet homme et finalement à la révélation de son inconsistance. Mais l'enfant dit, mais moi, j'y crois. Voilà. Et les croire, c'est ça, c'est-à-dire, c'est de dépasser ce que disait Peggy, ce pénible besoin de preuves. Voilà. Voilà. Et pour que les héros existent, il faut qu'il y ait cette force-là, cette force à la fois de la fiction, de la croyance, et qui constitue un être. Voilà. Donc, ça se passe dans le regard du petit enfant qui se pose des questions quand même. Voilà. Il se pose des questions, mais il a envie d'y croire. Alors, il y a évidemment, je disais tout à l'heure, je parlais de recoupement, parce qu'il y a ce rapport aussi au monde sauvage et à la mort, qui est aussi déterminante, qui plus est pour cet enfant qui est à un âge entre l'enfance et l'adolescence, et qui va être confronté à la mort pour la première fois de façon extrêmement concrète, voire avec un soupçon de responsabilité. Je dis soupçon parce que c'est pas forcément très clair, mais c'est finalement pas important. Encore une fois, c'est la croyance qui compte. Ça symbolise le passage à l'âge adulte. Qu'est-ce qui se passe au moment où on découvre la réalité de la mort dans ses atours les plus sanglants? Je ne sais pas trop comment répondre à ça. C'est-à-dire, je savais qu'il fallait que je parle de ça. J'en avais besoin. Et finalement, j'en ai parlé avec cette histoire-là. Et je suis assez content, pas de moi, mais d'avoir trouvé cette chose. Et qu'effectivement, l'histoire, c'est que ce petit enfant, entraîné par cet homme un peu extravagant, un jour part à la chasse. Et finalement, c'est l'histoire du livre, puisque le livre commence un peu là-dessus. Et effectivement, il lui met un fusil dans les mains, et ils sont tous les deux avec leur fusil. Il lève un lièvre, 2 coups de feu partent, et le lièvre meurt. Et l'homme crie, tu l'as eu, c'est toi. Donc, c'est-à-dire que l'homme décide que c'est l'enfant qui a tué le lièvre, et il lui donne le lièvre dans les bras, la dépouille du lièvre dans les bras. Et là commence quelque chose, effectivement, de ce que vous dites, d'un rapport extrêmement physique à la mort, puisque vous avez cette petite créature dans vos bras, ensanglantée, et l'autre lui dit, bravo, tu l'as fait, tu l'as eu. Donc même, l'autre fait de vous un héros criminel, en quelque sorte. Voilà. Et donc l'enfant va avoir assumé cette élection, un peu, cette élection sombre, un peu, cette élection sanglante. Voilà. Et le corps du petit lièvre est si vous me permettez ça, une espèce d'objet transitionnel, comme ça, dans tout le livre, puisque effectivement, voilà, c'est l'autre mort, voilà, puisque c'est quand même
un des sujets du livre. Donc, mais l'autre mort dans le romanesque, c'est ce petit lièvre qui court aussi à travers tout le livre, et dont l'enfant, à chaque fois, pendant tout un moment, l'enfant se demandera s'il est vraiment mort aussi. Parce que Alors, évidemment, des scènes assez comme ça, même assez drôles finalement. L'enjeu, puisque ce texte est jalonné par l'histoire de l'enfant, mais aussi le témoignage de l'adulte qui va se rendre chez un chaman, comme il l'appelle, sans trop savoir pourquoi il y va, mais qui finalement va le pousser à une certaine réflexion et se retourner sur son passé. Et l'adulte va pleurer. Et si vous permettez, je voudrais juste lire un petit extrait. Aujourd'hui, je pourrais être quelque chose comme son père ou son oncle. Aujourd'hui, je le pleure comme on pleure cet enfant, cet amour, cet ami trop tôt parti. Ou plus exactement, comme on pleure ce soldat qui n'est jamais revenu de combat, dont lui seul avait connaissance, dont lui seul savait l'urgence. Aussi certain d'ailleurs que le retour vers l'enfance ne se fera jamais. C'est la mort. C'est aussi ça, c'est un peu comme le Grand Maulne qui ne retrouvera jamais le lieu de sa jeunesse. C'est l'impossible retour vers l'enfance, la mort. Oui, bien sûr. Oui, en tout cas, je ne sais pas si c'est la mort qui est l'impossible retour vers l'enfance. Enfin, de fait, oui, parce qu'une fois qu'on est mort... Non, mais la mort du lièvre. Mais oui, non, pardon. Mais la mort du lièvre, oui. Mais effectivement, ce qu'explore le livre, voilà, c'est ce rapport un peu déchirant qu'on peut tous avoir avec sa propre enfance. Voilà. C'est-à-dire, qui on était quand on était enfant. Est-ce que cet être-là existe toujours en moi? Est-ce qu'il a même, ne serait-ce que vraiment existé tel que j'imagine qu'il a existé? Bon, c'est des questions qui peuvent paraître casse-tête, mais c'est des grandes questions de l'existence des personnes. Quel est l'enfant que vous étiez? Est-ce que cet enfant est toujours avec vous? Ou est-ce que c'est un inconnu? Ou est-ce que c'est un inconnu? Voilà, donc c'est un peu effectivement le sujet du livre. Et effectivement, le narrateur donc, du livre, qui est beaucoup plus âgé que ce petit enfant, déjà, voilà, après des deuils, rencontre une espèce de thérapeute qu'il appelle le chaman, un peu pour se moquer et de lui et du thérapeute. Et puis quelque chose se passe à ce moment-là, effectivement, il y a un côté un peu magique aussi dans ce livre, enfin, parce que je trouve voilà, quelque chose se passe dans la mémoire et on va retrouver cette histoire du petit enfant, mais qui vous dit que cette histoire du petit enfant n'est pas une totale invention, une pure fiction. Une pure fiction que l'on se fait des années et des années plus tard, parce qu'on a besoin à un moment donné de cette fiction-là. Voilà. Parce qu'on a l'impression, on a le besoin de se souvenir de quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire avant la mort du lièvre. Oui, ça peut être ça, quelque chose de merveilleux, mais là c'est plutôt, je dirais, quelque chose de merveilleux aussi, parce qu'on est dans le merveilleux avec cet homme. Voilà. Et puis même, il y a un goût d'aventure, parce qu'il y a une belle voiture, on roule les fenêtres ouvertes dans la nuit avec l'autoradio à fond. Voilà, l'interdiction de la mer. Avec l'interdiction, c'est la transgression, effectivement. Ouais. Mais on essaie, mais on a tous besoin de d'écrire la fiction de son enfance, si vous voulez. Voilà, alors on n'est pas obligé d'écrire des livres, mais on peut se la faire en soi et on est tous comme ça dans un rapport de fiction avec l'enfance et de croyance. Et quand vous perdez ça, d'ailleurs, ça peut avoir des conséquences assez douloureuses pour vous, sur votre personne, sur votre psychisme même, puisque voilà, si vous perdez ce petit enfant héroïque et croyant que vous étiez, j'en suis sûr, eh bien, cette petite personne, eh bien, ça peut aller mal pour vous après en grandissant. Voilà, c'est quelque chose de. Et là, c'est aussi le sujet du livre. C'est ce besoin de se construire des héros et en même temps avoir la lucidité d'affronter aussi ce moment où les héros se dispersent. Voilà. Alors, et tout ça se joue dans le livre sur le temps des larmes, puisque vous l'avez dit, effectivement, c'est. Mais au sens où les larmes, ça peut être plusieurs choses. Les larmes, ça peut être un moment de révélation, de soulagement, puisqu'il y a quelque chose qui sort de vous et qui dissout peut-être des cailloux sombres qui étaient en vous. Mais les larmes aussi, c'est un acte héroïque. On l'a oublié, nous, parce que maintenant, on est dans une société où souvent pleurer n'est pas... Mais dans la chanson de Roland, par exemple, Roland pleure. Et pleurer quand vous êtes un héros au combat, voilà, c'est un acte de bravoure et de noblesse. Voilà.
Roland étripe je ne sais pas combien de sarrasins, tue des chevaux et vend des trucs. Et en même temps, il pleure. Il pleure à la seule idée qu'il va perdre. Il pleure de pitié en pensant à Charlemagne, son roi. Il pleure en pensant à son ami. Enfin, il pleure tout le temps. Et en même temps, il étripe tout le monde. Voilà. Mais c'est pour dire que voilà, on a un peu oublié ça aussi, les larmes, verser les larmes, c'est un acte. Voilà, c'est un acte de courage aussi, en tout cas dans l'épopée ancienne. Écrire un livre comme Le Lièvre, c'est aussi une façon d'essayer de renouer avec l'enfance, ou c'est tout simplement l'acte d'écrire qui est aussi cette tentative de ne pas perdre ce fil ténu qui nous rattache à cette enfance héroïque et magique? C'est les deux, mais en tout cas, ça veut simplement dire que j'avais besoin, moi, à ce moment-là, d'écrire un livre comme ça, où effectivement, en portant cette interrogation sur qui était le petit enfant que j'étais finalement, voilà. Et en même temps en faisant une fiction, voilà, parce que c'est pas un livre autobiographique au sens strict, enfin, pas un livre autobiographique d'ailleurs, et puis je pense que c'est une force, alors là comment dire, c'est une force de la culture humaine. Je ne sais pas si les animaux pensent au moment où ils étaient enfants, je ne sais pas, mais en tout cas l'homme, l'humanité se définit aussi dans son rapport à l'enfance. D'ailleurs, on devrait tous y penser un tout petit peu davantage, parce que c'est un moment un peu d'élucidation de nous-mêmes, quand on repense justement à l'enfant qu'on était, à l'enfance qui est perdue, et qu'on n'a pas forcément les mots pour le dire, qu'on n'a pas forcément les images, et que finalement, de là commence un travail de croyance, de fiction, d'imagination et aussi de perte, voilà, de reconnaissance de la perte, voilà, qui est un moment important. Et qui fige aussi des instants qui vont nous accompagner tout au long de notre vie et qui, s'ils ne sont pas décryptés, oui, tout à fait. Peuvent être encombrants. Voilà, oui, tout à fait, tout à fait. Une dernière chose, pourquoi l'animal est-il un lièvre? Alors... Pour la course? C'est une belle question pour laquelle, effectivement, je n'ai pas tellement de réponse. C'est venu comme ça. Mais après, a posteriori, on trouve toujours des explications. Je pense d'abord parce que je trouve que c'est un animal élégant. Et ensuite, c'est vrai, mais je vous jure que je n'y ai pas pensé en l'écrivant. C'est un animal dans l'Antiquité, symbole de la mort et de la résurrection. On parle d'ailleurs du lièvre de Pâques. Oui. C'est une vieille tradition et qui a été christianisée. Mais dans l'Antiquité, le lièvre est l'animal qui passe de la vie à la mort. Voilà. Mais je vous jure que je devais le savoir, hein, mais c'était inconscient, mais je n'y avais pas pensé. Et d'ailleurs, du coup, dans le livre, j'en ai pris conscience en écrivant le livre, et j'ai fait quelques petites allusions dans le livre. Et puis je voulais que ce soit un petit animal, évidemment, si j'avais, je sais pas, un sanglier, c'était plus compliqué, évidemment, pour le petit enfant de 11 ans. Oui, et puis peut-être moins triste. Voilà, donc c'était l'idée aussi de la fourrure, puisqu'il y a toute une réflexion sur la peau, sur la fourrure. Bien sûr. Donc voilà, et la manière dont il est dépecé aussi. Enfin, il y a quelque chose qui devient quasiment humain, hein, quand un animal est dépecé et qu'il est dépourvu de sa fourrure. Oui, vous avez un petit cadavre tout nu, voilà, quand même, qui est terrible, effectivement. Ouais. Frédéric Boyer, je voudrais vraiment vous remercier pour cet échange. Merci. Nous n'avons pas parlé de votre métier d'éditeur, et pourtant Dieu sait si vous publiez. Mais nous avons pu parler au moins de Virgile, Le souci de la terre, publié aux éditions Gallimard, donc une nouvelle traduction des Géorgiques, et Le Lièvre, ce très très beau roman qui invite au rêve, à la réflexion, et puis aussi un peu au rire, parce qu'il y a des scènes absolument charmantes. Merci infiniment pour cet échange, Frédéric Boyer, et merci à notre public de nous avoir suivis. Merci beaucoup.